Juste une heure, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne à 18h30, parce qu'il y a d'autres présentations à 18h30, d'autres masters. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Albert David, professeur à Dauphine, co-directeur du Master Management de l'Innovation, et je suis accompagné aujourd'hui de 4 étudiants du programme. Céline, Emna, Lucas et Piarella. Ils se présenteront un peu plus précisément après ma présentation, parce que c'est peut-être surtout eux qui vont répondre à vos questions. Si vous avez des questions un peu sur comment ça se passe dans le master, des conseils, etc. Et puis évidemment sur des aspects administratifs ou pédagogiques, je pourrais répondre aussi. Donc le master management de l'innovation, c'est un des masters de l'Université Paris-Dauphine. Et voilà, vous avez une vue de Dauphine ici, sauf que on est en train de terminer les travaux. Il y a un nouveau bâtiment qui est à l'intérieur du grand A et qui va barrer encore le bâtiment. Mais voilà, on aura encore plus de mètres carrés. Ça va être parfait, vous verrez ça. Et on va attaquer directement. Alors, si ça veut bien marcher. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? C'est... Voilà, j'avais une petite photo sympa du master. Là, vous voyez une séance de conception innovante avec une partie des étudiants sur un sujet concernant l'innovation dans les assurances. Sur la carte d'identité du master, alors pourquoi est-ce que ça ne défile pas? Si c'est bon. Non, je suis un peu... Pardon, mais PowerPoint est un peu capricieux. Ouais, on va y arriver. Voilà, quelques éléments de carte d'identité sur ce master. C'est un master M1, Césure, M2, mais on peut aussi le rejoindre directement en M2. C'est un master en management de l'innovation et on regroupe dans ce master des étudiants de plein de profils différents parce que l'innovation, ça intéresse tout le monde. Donc on a aussi bien des gens qui viennent de Dauphine, par exemple, ou d'autres diplômes en sciences sociales ou en sciences de gestion. On a des gens qui viennent des sciences de l'ingénieur, il y a des gens qui ont une licence de chimie, par exemple. Il y a des gens qui viennent du design, de l'informatique, des maths, de sciences politiques, de droit, etc. Donc c'est très large et on fait plein de choses autour de l'innovation. Je détaillerai un petit peu plus précisément quoi. C'est un diplôme Paris Sciences et Lettres qui est coporté par Dauphine et pour le M2 par les Mines de Paris et avec un partenariat avec l'INSTN, c'est l'école d'ingénieurs du CEA. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est-à-dire que vous avez aussi bien dans l'équipe pédagogique des gens qui sont des enseignants de Dauphine en sciences des organisations et de la décision, mais aussi des enseignants de l'école des mines et aussi des scientifiques de l'INSTN CEA, même des philosophes, puisque en M2, il y a un cours de philosophie de l'innovation qui est fait par un de mes collègues de l'INSTN CEA. C'est un master qui est à un parcours, ça veut dire qu'on a 22 étudiants en M1 et 36 en M2, parce qu'il faut laisser de la place pour ceux qui arrivent directement en M2, on y tient. Sélection sur dossier, puis oraux, j'en redirai un petit mot tout à l'heure. En fait, pour bien innover, il faut avoir deux qualités. C'est être entreprenant et avoir le sens de l'équipe. Donc ça, c'est les deux critères majeurs de recrutement. Sauf que vu le nombre de candidats, j'y reviendrai, il faut aussi avoir de très bonnes notes si c'est possible. Je sais que quelquefois on a des notes moyennes tant qu'on n'a pas trouvé le truc passionnant. Mais voilà, j'y reviendrai, mais on a quand même 750 candidats en M1 pour 22 places. Donc on est obligé aussi de prendre en compte les résultats académiques. En M2, c'est de certaine façon un peu moins difficile. Il y a une petite centaine de candidats pour 14 places supplémentaires. Donc voilà, vous avez paradoxalement un peu plus de chance en M2, mais d'un autre côté, c'est normal qu'il y ait moins de candidats puisque les masters sont tuyautés M1, M2 et les gens font des choix de M2 plus à la marge, en plus que le choix central du M1. On y reviendra là aussi si vous voulez. Je précise tout de suite, avant d'oublier, de le dire que comme c'est un master diplôme national et non pas diplôme de grand établissement, c'est juste une différence administrative. Hein. Sur la valeur du diplôme, ça n'a aucun impact. Les deux types de diplômes sont des diplômes de Dauphine. Mais nous, il y a deux caractéristiques. C'est un, c'est les frais de scolarité de l'université standard, hein, 380 € par an. Et par ailleurs, vous candidatez sur mon master en M1, ce qui veut dire que vous avez les candidatures Dauphine, My Candidature sur les autres masters, vous avez des vœux à faire, et nous c'est en plus, donc vous n'êtes pas obligé, si j'ose dire, de griller votre vœu 1 pour candidater à notre master. Vous pouvez candidater à Dauphine sur les masters diplôme de grand établissement avec vœu 1, vœu 2, vœu 3, et puis par ailleurs sur mon master à notre master, je pourrais repréciser s'il y a des questions. Euh,
Bon, contenu et objectif, je ne vais pas trop détailler parce que je ne sais pas si vous avez surtout des questions pour les candidatures ou des questions pour le contenu. Mais en gros, je vous cacherai rien enfin, je vous apprendrai rien en vous disant qu'on a quand même quelques enjeux de transition, climat et autres qui nous attendent là, et que donc il vaut mieux former des gens qui sont entreprenants, créatifs, et on forme aux logiques de la conception innovante. Et ça combine des théories d'assez haut niveau et de l'entraînement pratique exigeant. On est un master qui fonctionne beaucoup par compagnonnage sur des cas pratiques très ambitieux et pour lesquels il faut utiliser des théories et des méthodes de haut niveau. On aborde l'ensemble des technologies, y compris de l'ingénierie sociale et managériale, pas seulement de l'innovation produits, services classiques. Et sur l'ensemble des disciplines de l'innovation, vous verrez, dans le master, il y a aussi bien des cours de stratégie d'innovation, de conception innovante et créativité, mais aussi de responsabilité sociale de l'entreprise, de comptabilité écologique, d'IA, etc. J'y reviendrai. Donc en fait, on est sur l'innovation et on va voir ensemble l'ensemble des disciplines qui peuvent traiter de l'innovation. Ça peut être du management, du droit, de l'informatique, des maths et tout un tas de choses. Principaux enseignements en M1, voilà, je vous ai mis une petite liste. Vous voyez que c'est très divers. Vous avez un cours d'IA et organisation, vous avez un cours de régime de conception, un cours de droit de l'innovation, un cours nouveau qui s'appelle gamification, métavers et blockchain, et c'est l'occasion pour les étudiants de mener une enquête, et donc c'est en quelque sorte un cours d'études marketing, mais façon innovation sur des sujets contemporains. Euh, voilà, vous avez des cours un peu plus techniques de modélisation, recherche opérationnelle, système de production, logistique, ce genre de choses, mais aussi du design industriel, par exemple, ou évidemment de l'épistémologie et de la méthodologie de la recherche, puisqu'en M1, il y a un mémoire de recherche à faire. Bon, évidemment, après le M1, on fait une césure. C'est bien, la césure. Moi, quand j'ai fait mes études, il y a longtemps, la césure, c'était une punition pour ceux qui redoublaient, vous voyez. Donc ça a bien changé, et c'est très bien comme ça. Et donc la césure est l'occasion d'une expérience complémentaire super intéressante. Et du coup, vous arrivez en M2 super préparé, et ça fait une promo d'enfer en M2 avec tous ces gens qui, d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils ont fait M1 césure ou parce qu'ils viennent terminer leurs études d'autres choses avec nous, ont des compétences encore supérieures. Bon, évidemment, vous pouvez faire le M1 management de l'innovation et puis changer d'avis pour le M2, hein, c'est pas interdit, ça arrive pas très souvent parce qu'il se trouve que les gens aiment bien ce master, ceux qui ont commencé ont envie de continuer, mais il y a quelques exceptions intéressantes, des gens qui veulent se diriger plus centralement vers la data science, par exemple, et qui vont faire un autre M2 que le nôtre, ça peut arriver. Euh, voilà, donc poursuite d'études en M2, bah, le M2 qui va avec le M1, c'est MTI, Management de la technologie et de l'innovation. Euh, bah, dans le M2, vous avez un tronc commun, des options, un mémoire de recherche, des missions professionnelles, des projets du master, et puis un stage. Alors, je dis un petit mot sur les différentes rubriques. Les cours, bah, c'est à la fois d'autres cours qu'en M1 et de l'approfondissement du M1, puisqu'on a quand même 14 personnes qui n'ont pas fait le M1, donc il faut combiner des nouveautés et des choses sur lesquelles on revient. Et puis, un des points forts du master, enfin, il y en a au moins deux sur le contenu des enseignements, notamment en M2, vous avez un gros focus sur conception innovante et aussi un gros focus sur finance de l'innovation. C'est un de nos points forts, ça, le côté finance. Et on forme des gens qui vont ensuite travailler dans des fonds d'investissement, à la BPI, etc. Donc, c'est un pourcentage d'étudiants, pas majoritaire, bien sûr, mais voilà, on attire pour ça. Il n'y a pas tellement de cours de finance de l'innovation dans les masters de finance traditionnels, on va dire. Il y a des missions professionnelles, ça c'est un point fort du master aussi. On a des missions business plan, des missions conception innovante, des missions rupture technologique, des missions design fiction. C'est des missions qui sont en général avec un client entreprise qui paye pour la mission et ça alimente l'association des étudiants. On commence à le faire en M1 aussi, avec des partenaires sur des missions d'innovation. Et évidemment, c'est à la fois professionnel, très ambitieux, vous vous prenez au jeu, les clients sont ravis parce qu'ils me disent que c'est à la fois professionnel et innovant, donc c'est parfait. Et puis ça apporte des fonds aux associations pour les différents projets, voyages d'études, conférences, etc. Un article de recherche à écrire en M2, et puis les projets du master, en fait, c'est l'association. Là encore, le M1 est plus récent, mais ça commence aussi à se faire vraiment beaucoup en M1.
Il y a des projets auxquels les étudiants participent et en M2 notamment, il y a même une UE, projet du master, et on récompense les implications les plus importantes. Donc là, en M2, les étudiants vous diront s'il y a des questions, mais voilà, vous avez une Learning Expedition, vous avez une conférence qui s'appelle MT Experience, il y a un pôle notoriété, il y a un pôle talk, enfin, il y a plein de choses. Ils pourront répondre si ça vous intéresse. Puis évidemment, Dauphine est très riche en associations, et donc vous pouvez opter pour ça aussi en plus ou à la place, et les Dauphinois connaissent. Il y a plein d'assauts à Dauphine qui sont intéressants. Ok, le programme du MTI, je ne vais pas détailler, c'est juste pour vous dire que c'est dense, hein. En général, on ressort de cette année un peu épuisé, un peu moins en M1, mais c'est dense aussi. Enfin, vous nous direz, hein, Karim et... Pardon, pas Karim, Pierre Elal et Lucas. Et voilà, c'est très dense. Il y a tout un programme, c'est assez tenu, hein, voilà. Et en général, ça se passe bien. Si vous avez des questions sur la timeline du M2, on pourra y revenir. Le stage, c'est comme la césure, en fait, c'est l'occasion évidemment d'appliquer, d'approfondir, de booster sa compétence professionnelle. Et pour le stage, on valide aussi bien comme stage de fin d'études, un stage au sens administratif du terme, mais aussi un CDD, un CDI, euh, une expédition originale. J'ai validé le voyage en Amérique latine de 2 étudiantes l'année dernière qui sont parties en vélo découvrir, elles ont fait 4000 km en Amérique latine à la découverte de l'agroécologie et on a validé ça comme stage de fin d'études. Donc c'est assez ouvert, on est en 2025, il y a plein de choses à faire sur la planète et pour la planète. Donc on est super ouvert sur des choses qui ne sont pas nécessairement un stage classique. Maintenant, il y a plein d'entreprises et partenaires du master et au-delà qui proposent aussi maintenant des stages en innovation qui sont super intéressants, hein. Ne croyez pas que c'est classique d'un côté et exotique de l'autre. Ok, quelques spécificités, bah, j'en ai donné quelques-unes déjà. Pédagogie, on combine vraiment beaucoup théorie de haut niveau et compagnonnage, professionnalisation, entraînement. Les soft skills, on les traite pour partie. Il y a une spécialiste de sophrologie, d'accompagnement, etc. en M2 qui propose des séances, mais sinon, tout le travail en collectif revient aussi à apprendre à bosser en équipe, à se comprendre, à modérer son leadership si on est un peu trop pushy ou à se mettre en avant davantage. Voilà, donc on a la conviction que les soft skills, entre guillemets, pour reprendre le terme à la mode, ça s'acquiert d'abord autour des travaux concrets à mener. Il y a un écosystème, en fait, vous n'entrez pas juste dans un master, vous avez 3 établissements d'enseignement supérieur avec des laboratoires, avec des chaires. Il y a le cercle de l'innovation que j'ai créé à Dauphine avec une dizaine d'entreprises partenaires. Il y a le Bauhaus des transitions aux mines qui regroupe les anciennes chaires théorie et méthodes de la conception innovante et théorie de l'entreprise. Au CEA, il y a aussi plein de labos et de réseaux. Donc voilà, vous avez la possibilité de profiter de tout ça aussi. À Dauphine, il y a un incubateur dans les entreprises partenaires du Cercle et dans les autres, hein. Il y a aussi des incubateurs et des accélérateurs. Il y a Domino, l'association du M1, et puis Dauphinovation, l'association du M2. Il commence à y avoir un réseau des anciens important, hein. MTI a plus de 40 ans d'existence, le M2 et puis le M1 a 5 ans maintenant. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul et en dehors du dynamisme, j'espère, de l'équipe pédagogique, on a tout un réseau. Bon, insertion professionnelle, en gros, pour simplifier, beaucoup d'emplois de chefs de projet innovation ou financement de l'innovation, pas mal de gens qui vont faire du consulting, pas trop dans les très grands groupes de consulting, mais dans des groupes moyens, petits, considérés comme peut-être plus agiles, moins entre guillemets industrialisés, même si on peut apprendre un tas de choses passionnantes chez les grands consultants. Pas mal aussi consultants entre guillemets, c'est-à-dire dans des endroits un peu différents, des gens qui vont bosser chez Matrice, chez Simplonco, chez Raise. Voilà, enfin, il y a plein d'endroits aujourd'hui qui ne sont pas des grandes boîtes classiques ou qui ne sont pas des boîtes classiques tout court et qui proposent des choses intéressantes. Et évidemment, il y a des gens qui essaient de se lancer, qui créent leur entreprise. Et puis, il y a des gens qui vont faire un doctorat dans nos labos et qui ensuite soit sont enseignants-chercheurs, soit travaillent dans des entreprises qui recrutent des gens à ce niveau-là. Ok, quelques indicateurs. En moyenne, 45 kg de salaire brut annuel à la sortie. Temps moyen pour trouver un emploi, 1 mois, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, la plupart trouvent du boulot avant même la fin de... Enfin, il y a un tiers des gens qui sont recrutés
en CDD ou CDI directement, hein, sans passer par la case administrative, convention de stage. Voilà, donc ça se passe plutôt bien pour les gens qui sont formés à l'innovation. Les candidatures, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, énormément en M1. Alors, bon, rassurez-vous, hein, au cas où ça vous inquiète, sur les 750, il y en a la moitié qui sont moyennement sérieux, d'accord? Euh, donc, ça fait pas tant que ça, mais enfin, même si vous prenez qu'il y en a la moitié qui sont sérieuses, ça fait quand même 22 places sur 320, enfin 375 dossiers. Voilà, ça commence à faire de la sélection, hein. Moi, j'embarquerai bien tout le monde, hein. Mais voilà, pour un tas de raisons, c'est pas possible. Quelques conseils quand même, vu le taux de sélection qu'on est obligé d'adopter, bah voilà, il faut avoir des bonnes notes, hein, il n'y a pas de miracle. Et on différencie, bien sûr, on sait que c'est en moyenne, les établissements ont des notations plus ou moins sévères, donc on prend ça en compte. Et pour le M1 notamment, une chose importante, comme il y a des cours un peu techniques, un peu formalisation, un peu, j'ose pas dire maths, mais on prend des gens qui ont eu au moins une UE en licence ou équivalent, en maths, en stats ou en modélisation. D'accord? Il faut que vous ayez un minimum de capacité d'abstraction et de modélisation. Donc, c'est un critère important. Vous verrez, ceux qui candidateront au M1, on vous demandera dans le dossier d'indiquer si vous avez suivi au moins un cours comme ça et si oui, lequel. Et puis, on a les résultats de toute façon. Voilà, c'est pour nous une façon de filtrer. Je dis pas que quelqu'un qui serait purement littéraire serait pas quelqu'un capable de très bien innover, mais en même temps, à l'expérience, voilà, c'est un critère comme un autre. On peut en discuter, mais c'est ça qu'on applique. Pour le M2, les gens ont déjà de l'expérience, une césure, voilà, donc c'est un peu différent. Les débouchés, là, je vous ai mis la liste des entreprises où il y a eu des stages ces 2 dernières années. Euh, En fait, bah, il y a plein de secteurs, c'est aussi bien de l'industrie que du conseil, que on commence à aussi avoir pas mal de recrutements dans la mode ou dans l'hygiène beauté ou le luxe, des boîtes comme L'Oréal, Chanel, etc. Dans les jeux, Ubisoft par exemple. Voilà, c'est très 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 diversifié. On n'est pas du tout dans un petit nombre d'entreprises qui se partageraient nos étudiants. Il y a des modes, hein, à un moment donné, il y a plein de gens qui allaient bosser chez Wavestone, par exemple, voilà, un petit peu moins maintenant. Donc il y a des petits effets comme ça à certains moments de boîtes qui attirent beaucoup. Mais voilà, il y a Capgemini Consulting, par exemple, qui est un gros cabinet, mais les gens qui vont chez Capgemini, ils vont plutôt chez Capgemini Invent ou Frog ou des gens comme, des endroits comme ça, hein. Vous voyez Bouygues ou Bouygues Télécom, oui, mais c'est dans l'accélérateur ou la direction de l'innovation, là où on teste des choses, là où on essaie d'innover. Mais vous voyez, Assemblée nationale, il y a des gens qui ont fait un stage d'attaché parlementaire, par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, on est ouvert a priori à pas mal de choses. On a aussi des étudiants en M2 qui ont fait une école, qui font leur dernière année d'école d'ingénieur avec nous, l'ESTACA, qui a une école d'ingénieur en mécanique, par exemple, ou Subbiotech, une école d'ingénieur en biotech. Et souvent, ceux-là, ils ont des stages dans l'industrie. On a aussi des gens qui ont l'équivalent dans M1 en pharmacie ou en médecine et qui veulent bifurquer pour un tas de raisons et qui viennent faire le master avec nous. Donc voilà, on a vraiment des publics super diversifiés. C'est ce qui fait un peu la force, hein. Peut-être les étudiants pourront préciser ça si vous avez des questions. Voilà, d'un point de vue très administratif, j'ai presque fini. Bah, en M1, il faut être diplômé d'une licence universitaire ou équivalent reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, ça veut dire que, par exemple, tous les bachelors de toutes les écoles de commerce ou d'ingénieurs ne sont pas considérés par le ministère comme équivalent licence universitaire, hein. Donc, faites attention, même si certaines de ces écoles vous disent, ah, mais non, mais on a le nombre de CTS. Oui, oui, mais c'est pas suffisant. En revanche, les bachelors internationaux, si vous avez fait un bachelor à McGill ou à Londres ou en Suisse, etc., c'est équivalent, même dans certains cas, bac plus 4, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez postuler en M2 directement. La césure, j'en ai parlé, le nombre de places aussi, les qualités recherchées aussi, donc je passe. Et pour les candidatures, pour ceux qui candidatent à l'entrée en M1, la plateforme Mon Master ouvre le 25 février et ferme un mois plus tard, le 24 mars. Euh, les gens parmi vous qui seraient ce qu'on appelle étrangers primo-arrivants, c'est-à-dire qui arrivent en France en ayant fait leurs études précédentes de licence à l'étranger. À ce moment-là, la candidature, c'est aussi sur My Candidature, c'est pas sur mon master. Bon,
on peut en reparler, on peut vérifier avec vous si vous avez un doute. Sur l'entrée en M2, c'est tout le monde my candidature. Ça a ouvert déjà depuis un petit moment et ça ferme le 24 février à 18 h. Donc faites attention. Euh, un petit conseil, parce que en bas, c'est des conseils que j'ai déjà donnés, mais vraiment, ça vaut le coup de bosser son dossier, d'accord? Vous verrez, en M2, il y a un mini-mémoire à faire. Franchement, ça vaut le coup de passer le temps qu'il faut. C'est pas la chose qu'on regarde en premier, le mini-mémoire, mais pour les gens qui sont pressentis pour passer l'oral, par exemple, c'est sûr qu'on va regarder en détail le mini-mémoire. Bien sûr, c'est pas la seule chose importante, le CV, la lettre de motivation, d'accord? En M1, c'est pareil, on demande une lettre de motivation, on ne demande pas un mini-mémoire, mais il y a un travail à faire quand même. Voilà, je vous conseille franchement d'essayer de ne pas avoir recours aux IA génératives. Et éventuellement pour vérifier l'orthographe, mais franchement, j'aime autant un style légèrement maladroit que ce style uniformisé qu'on voit pour l'instant, hein. Peut-être ça va évoluer les IA génératives, mais voilà, moi, une lettre de motivation qui commence par je suis ravi à l'idée de postuler à votre master qui, je n'en doute pas, me permettra d'atteindre mes objectifs professionnels dans une ambiance. Ça, c'est du chat GPT, d'accord? Où on vous a filé un modèle genre ChatGPT et vous avez cru recopier une vraie lettre. Non, bah, moi je préfère que vous ayez votre style, un peu maladroit, un peu comme ci, comme ça, une coquille de temps en temps, bon voilà, mais au moins c'est vous, quoi, voyez? Donc on a besoin, il n'y a pas un paquet de candidats, donc on a besoin d'avoir l'impression que c'est vraiment vous, que c'est passé par votre cerveau à vous, pas par une IA générative qui aurait rédigé Dieu sait quoi. Et le CV, c'est pareil. Prenez des modèles ici et là, mais ça sert à rien de nous faire un CV hyper léché, hyper ceci ou cela, si c'est pas vraiment vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous verrez dans les consignes, on va demander une lettre de motivation simple, sincère, qui soit pas une redite du CV, qui ait un paragraphe sur le projet professionnel. Voilà. Lisez bien les consignes, hein. C'est un conseil que je peux vous donner. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai parlé 20 minutes, c'est suffisant à ce stade. Et puis peut-être un petit mot, chacun des étudiants présents, peut-être on peut commencer par le MA, si Lucas et Pierre est là, vous pouvez vous présenter rapidement, et puis Céline et Colette aussi. Et puis Vous après on m'entendez? ouvrira les questions. Hop, tout est bon. Ok, je pense qu'on va se présenter avec Pierre et Lal. Du coup, moi, je m'appelle Lucas, je suis en M1. Avant le Mino, du coup, j'étais à PSL au CPES en sociologie et en économie. Mais du coup, là, je suis en M1 avec Pierre et Lal, du coup. Voilà, MINO, c'est le petit nom pour Master en Management de l'Innovation, d'accord? Je précise. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Elal, je suis avec Lucas au Mino et moi j'ai fait la L3 IF de Dauphine pour les Dauphinois qui sont présents, vous reconnaîtrez. Et pour les autres, IF, c'est? EIF c'est économie ingénierie financière. Donc j'ai fait le tronc commun en L1 L2 à Dauphine et ensuite on choisit parmi un certain nombre d'options en L3 à Dauphine. Et parmi la licence d'économie appliquée, il y a la licence d'ingénierie financière. Voilà. Super, merci. Euh, et tout à l'heure, j'ai dit Colette et Céline, c'est Emna et Céline, autant pour moi. Pas grave. Eh bah, Emna, allez-y. Je t'en prie, Emna, vas-y. Ouais, ok. Du coup, moi, j'ai intégré le master dans le cadre de mon double diplôme de pharmacie. Donc, avec ma 6e année de pharmacie, j'ai intégré le M2 cette année. Voilà, s'il y a des questions pour les nouveaux arrivants. Et bonjour à toutes et tous. Donc moi, j'ai intégré le master dès le M1. Et avant ça, j'avais plutôt un background sur les sciences humaines et sociales, sciences politiques. Voilà. Voilà, les présentations sont faites. Donc, dans l'assistance, il y a une quarantaine de personnes qui sont connectées. Si vous avez des questions, vous mettez votre vidéo. Vous pouvez, normalement, sur Teams, vous pouvez lever la main pour demander la parole. Euh, voilà, je vais peut-être départager mon écran, comme ça, on aura plus de place pour se voir. Alors, comment je fais ça? Partager, hop. Partager. Alors, pourquoi est-ce que j'arrive pas à départager?
Bon, en attendant, vous avez le droit de manifester. Alors si, oui, j'ai Julie Pacro qui souhaite intervenir et une autre personne. Alors le temps que j'y arrive, voilà, je vais visualiser les participants. Julie, c'est à vous. Bonjour, déjà merci pour cette introduction et pour tout ce que vous avez précisé. J'espère que ça marche, enfin que vous m'entendez bien parce que là Oui. du coup je suis en échange et peut-être que le Wi-Fi parfois il bug. Donc voilà. J'avais une question concernant les moyennes attendues et vous aviez dit que vous prenez en compte la difficulté de notation des différents établissements d'origine. Et du coup, je me demandais, dans ce cas, vous faites la sélection à la main, c'est pas comme peut-être Parcoursup où parfois c'est un peu automatisé. Là, vous faites la sélection à la main? Vous êtes dauphinoise ou pas? Oui, D'accord. En fait, on, il s- d'un certain côté, il y a une tradition à Dauphine de noter assez sévère en licence. D'accord? Donc, voilà, on traite les Dauphinois d'une part et les autres de l'autre. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a deux éléments. Il y a le fait que, comme on a beaucoup de Dauphinois et pas beaucoup de place, on donne priorité aux Dauphinois pour la licence économie-gestion. C'est-à-dire que, sauf exception, on- on- c'est compliqué pour nous de dire je vais prendre des gens qui ont une licence économie-gestion autre que dauphinoise, même s'ils sont probablement très très bien aussi. Mais quand on en prend 22 et qu'on veut diversifier et avoir aussi des gens qui auraient une licence de chimie ou de droit ou autre, on a quand même une grosse priorité aux dauphinois en économie-gestion, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a en gros, allez, alors ça dépend des établissements, mais voilà, je ne veux pas donner de chiffres parce que je ne veux pas polémiquer, mais il y a un écart de moyenne à compétences égales, on va dire, entre Dauphine et certains autres établissements. La troisième chose, c'est que c'est un mix de à la main et pas à la main. C'est-à-dire que les 750 dossiers, je vais quand même faire un tableau Excel et puis tester des tris ou des sélections, vous voyez. C'est comme ça qu'on va faire. Et évidemment, je ne vais pas dévoiler ici les barres qu'on peut mettre sur les moyennes, mais voilà, les gens qui, je vais dire ça comme ça, les gens qui ont une chance de passer à l'oral, ils ont, ils ont tous plus que 12 de moyenne et 14, c'est mieux, quoi. Voilà, je peux le dire comme ça. Hein, alors, on essaie, comme j'ai dit, de ne pas laisser passer quelqu'un qui serait absolument top, mais jusqu'à maintenant, ça l'a pas passionné ses études et il a assuré le 10-12. Voilà, mais d'un autre côté, c'est difficile pour nous aussi euh, de dire qu'on va regarder quelqu'un qui a 10 alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a 16, vous voyez, ou 14 ou 15. Enfin voilà. Donc c'est un peu c'est manuel, mais assisté par des outils type Excel pour trier, pour voir. Voilà. Après, on est aussi un peu sans pitié pour les gens qui respectent pas les consignes pour monter leur dossier. On se dit bon bah s'ils sont pas capables de lire une consigne, bah tant pis, quoi, c'est dur, mais, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. oui, merci beaucoup, merci. Alors, on a ensuite Chloé qui a une question, puis Anaïs ensuite. Bonjour, est-ce que Bonjour. vous me voyez à tout Oui, hasard? on vous Parce que voit. moi, je ne vous vois pas. Eh ben, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour que vous nous voyiez, mais en tout cas, nous, on vous voit et on vous entend. C'est ainsi. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir présenté le master. Moi, en l'occurrence, j'aimerais bien rentrer en M2 et j'aimerais bien vous poser une question donc, sur le mémoire. Parce qu'il me semble avoir vu à un endroit qu'une bibliographie était attendue et j'aimerais savoir quel type de source est-ce qu'on pourrait utiliser pour argumenter. Vous voulez dire le mini-mémoire de candidature? Absolument. Ouais. Vous voulez répondre, les M2? Moi, bah, du coup, je l'ai fait. Moi, j'ai utilisé des thèses, des articles scientifiques, des rapports, par exemple d'EY, de choses comme ça. Donc, des sources un peu diverses, mais qui étaient intéressantes pour le sujet. Ok, super, je vois mieux. Merci beaucoup. Oui. Céline, vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon. J'ai eu des soucis de micro, pardon. Je pense que c'est surtout des sources plutôt académiques, mais ça reste ouvert aussi à d'autres types de sources.
qu'on peut Oui, trouver et qui peuvent être intéressantes. c'est ça, c'est un mémoire c'est 10 pages, hein. Mm. Mais il faut qu'il y ait une biblio, et il faut que vous montrez, comme l'a dit Emna, que vous êtes capable d'aller prendre en compte ce qui a déjà été écrit sur le sujet, sans que ce soit exhaustif, d'accord? Vous n'êtes pas en train de faire un mémoire de M2, un mémoire de recherche, ou encore moins une thèse. Et normalement, ayant tous une licence ou équivalent, vous avez sur vos établissements d'origine, normalement, accès aux bases de données d'articles. Vous pouvez essayer avec Google Scholar aussi. Ah, voilà, c'est bien qu'il y ait quand même des références académiques dans ce qui est cité. Après, un truc un mini-mémoire de 10 pages, si on a une page de biblio bien fichue, mais vous voyez, pas que de la webographie, voilà, le mélange qui va bien avec des trucs qui sont pertinents par rapport à ce que vous développez dans les 10 pages. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie, on a Anaïs ensuite, puis Laura. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, du coup, je m'appelle Anaïs et j'avais trois petites questions. La première, c'était par rapport à la candidature, notamment par rapport à la partie CV. Est-ce que vous attendez un CV qui tient sur une page ou bien quelque chose de plutôt exhaustif? Euh, En fait, quand on regarde, vous c'est M1 ou M2? M1. Quand on a autant de dossiers, c'est bien si ça tient sur une page. Et D'accord. après, dans la lettre de motivation, vous pouvez développer des choses. Voilà. Après, franchement, on n'a jamais éliminé quelqu'un parce qu'il avait un CV d'une page et demie, hein. Mais normalement, l'essentiel tient sur une page. Mais voilà, c'est pas c'est pas absolu quoi comme critère. Très bien. Et ma deuxième question, c'était par rapport du coup au contenu du programme en M1. J'ai vu qu'il y avait un cours qui s'appelait Learning Expedition et Ouais. j'arrivais pas trop à savoir à quoi ça correspondait, donc j'aurais bien aimé avoir plus de renseignements à ce propos. Ça, ils vont vous expliquer, Pierre et là, les Lucas. Tu veux expliquer ou... Ouais. Peu importe. Enfin, du coup, Learning Expedition, oui, c'est un module qu'on a sur la première partie, surtout du S1, parce que le Learning et le Expedition, on va dire que c'est dans la deuxième partie. En gros, si tu veux, en mars, on a plusieurs jours qui sont dédiés dans notre emploi du temps pour, du coup, 2 sessions de voyage Apprenant. Voyage voilà, apprenant, ouais. voyage apprenant. Donc nous, si tu veux, par exemple, cette année, on part à Londres et on a aussi une LX à Paris. En fait, il y a un projet qu'on va monter dès le début de l'année avec, on va dire, un concept zéro. Nous, par exemple, là, on part sur la seconde inverse, par exemple, à Paris. Et à partir de ce concept zéro, on a créé tout un programme on va dire, de conférences, d'ateliers, de visites. Et grâce, on va dire, au budget de l'association, on réussit à, du coup, partir et financer cette matière qui est aussi un voyage en soi, du coup. Voilà, donc le cours, en fait, c'est un cours donné par quelqu'un qui guide le processus de conception de la Learning Expedition. Oui, on n'est pas seul, je Ouais. peux préciser. Et Ok, ça donne aussi lieu à l'organisation en elle-même de l'ALX. Ouais. Et donc, ouais, on est noté plutôt sur la partie où on infère les concepts et on va faire un programme théorique. Et après, il faut quand même que on le réalise, ce programme. Et ça, c'est entre guillemets, ça tient qu'à nous. Donc, il y a effectivement à la fois le cours en lui-même, mais on le fait aussi pour nous, pour proposer à toute la classe un super voyage où on apprend des trucs et ça nous fait des souvenirs aussi. C'est ça. C'est un cours de gestion de projet, mais qui va jusqu'au bout, y compris que voilà, on part avec ce qu'on a conçu, quoi. ok, moi, j'ai bien fait de demander, j'aurais jamais deviné. Et ma dernière question, du coup, j'ai vu que le programme avait l'air très intéressant, mais aussi très chargé. Et je voulais savoir si vous avez le temps de mener des projets personnels en parallèle des études ou si pas vraiment. Voilà. Bah, ça, je vous laisse répondre. Enfin, moi, j'ai une réponse, mais je laisse les étudiants vous dire. Je pense que ta question, du coup, c'était pour le M1, donc je pense que, enfin, si vous voulez Mm. rajouter quelque chose, Emma et Céline, enfin, il y a pas, Emma et Céline, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en tout cas, dans l'exemple qu'on a de notre classe, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans des associations, qui ont même des petits projets d'entrepreneuriat. Donc, je pense que tout est faisable, honnêtement. Je pense que la maquette fait peut-être peur au premier abord, mais
en réalité, les cours sont vraiment très intéressants et surtout, c'est des formats qui sont vraiment adaptés. On n'a pas non plus des semaines qui nous prennent tout notre temps et je pense que tout le monde réussit à avoir un petit truc à côté, soit une asso, soit un projet entrepreneurial. Enfin, vraiment, tout est possible. Il y a pas, je pense que tu n'as pas de souci à te faire sur ça en tout cas. Ok, Alors, très bien. deux, c'est peut-être un peu différent quand même. Ok. Je vais rebondir peut-être pour le M2. En M2, on a 2 missions de consulting, plus les cours. C'est assez chargé, honnêtement. Enfin, moi, je sais qu'au début de l'année, j'avais pour projet de faire la thèse en parallèle du master et c'est un projet assez ambitieux, sincèrement, parce qu'on on a du temps libre, mais c'est vrai que les réunions, les missions et les projets en parallèle, ainsi que les rapports à rendre, c'est conséquent. Donc ça dépend du projet à côté. Du sport, oui, mais il y a d'autres choses où c'est assez complexe, quoi. Ok, donc en M1 peut-être, mais M2, bon, je referai l'année de césure du coup, si je dois continuer quelque chose. Oui, c'est pas possible de bosser à mi-temps en même temps, par exemple. C'est ça. On n'est pas en apprentissage, on n'est que en formation initiale et en M2, il y a des gens qui peuvent être en formation continue, mais ils suivent les mêmes cours que tout le monde en journée. Effectivement, le M2, c'est chargé. Et les quelques personnes, malgré nos warnings, qui ont voulu quand même continuer leur entreprise en même temps que le M2 qu'ils avaient créé juste avant, ça a été l'enfer toute l'année. Voilà, donc voilà. En M1, il y a encore un peu de temps. En M2, il y a toujours un peu de temps pour un loisir, faire du sport, etc. hein. On n'est quand même pas des staccanovistes, mais ouais, c'est super dense. Et puis voilà, comme disait mon ami syndicaliste, il faut 39 heures pour en faire 35. D'accord? Faut souffler un peu. Et le fait de ne pas bosser tout le temps, le fait d'avoir des temps de respiration, des temps de détente, c'est super important. Et même les voyages enfin, les Learning Expeditions de M1 et puis le voyage plus important, plus long en M2, on bosse pour y arriver. Mais c'est la récompense aussi du travail fourni et ça fait des sas de décompression quand même importants. Alors, on va avancer. Si Anaïs, on a répondu à vos questions. Laura voulait intervenir. Bonjour. Moi, j'avais une question sur la structure du mémoire pour la candidature en M2. Est-ce que ça doit rester académique ou on peut tenter une petite touche d'originalité sur la forme? Bah, vous candidatez à un master en management de l'innovation, donc la touche d'originalité, elle est bienvenue. Ok. Voilà, il faut que ça reste dans les clous par rapport au sujet qui est proposé, mais évidemment, vous avez toute l'attitude pour faire quelque chose de... Voilà, vous pouvez tenter, hein, il n'y a pas de problème. Ok. Dans une page, vous pouvez avoir quelques photos, vous pouvez, je sais pas, ouais, enfin, on peut, voilà, laisser libre cours à votre fantaisie si c'est pas juste comme ça pour la déco. Faut que ce soit cohérent. hein, euh, et il faut que ça reste. On a une culture de simplicité et de relative humilité dans le master. Donc, il y a un tas de gens qui font un tas de trucs formidables, mais voilà, c'est pas pour la frime, c'est parce que c'est justifié. Donc, n'hésitez pas, franchement. Et c'est pas interdit de poser la question le moment venu à des M2 actuels pour leur demander ce qu'ils en pensent, hein, ou si vous avez un peu des amis qui ont fait le master, mais voilà, on n'est pas. Encore une fois, il y a un sujet à traiter avec un certain nombre de règles, de nombre de pages, de présence de biblio, etc. Et puis après, et voilà, pensez que les gens qui vont vous lire, ils n'ont pas forcément le temps non plus de, je sais pas si quelqu'un qui mettrait des liens hypertextes partout pour aller voir des compléments vidéo, des trucs, c'est peut-être bien, mais on n'a pas le temps, vous voyez. Voilà. Merci. Ok. Alors ensuite, qui est-ce qu'on a? Je cherche. Alors, 6-3. Mathis peut-être. Si vous voulez. Oui. Bonjour, vous me voyez? Bonjour. Alors, est-ce qu'on vous voit? Tac. Non, mais ça pourrait venir, Non? j'imagine. Je réessaye. Non, je vois que j'ai un écran noir. Oui, oui. Ouais, c'est pas grave. Perdons pas de temps. On sait que Ok, c'est vous. excusez-moi. Merci pour la présentation déjà. Moi, j'avais une question au niveau de la candidature au M1. Vous demandez une des trois matières entre mathématiques, statistiques et modélisation. Et Ouais. je me demandais pour les parcours un petit peu particuliers
on a eu des mathématiques, par exemple, en économie, en microéconomie, etc., mais on n'a pas eu vraiment d'UE mathématiques. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? On peut mettre, par exemple, économie, où on a eu des notions d'économie. Bah, en fait, dans toutes les licences d'économie que je connais, il y a des cours de maths. Et après, dans un certain nombre de cours d'économie, il y a de la modélisation, il y a de l'abstraction. Voilà, quelque part, si c'est un cours d'histoire de la pensée économique, il n'y aura pas. Oui, non, oui. Vous voyez, donc c'est à vous de voir. Ça, vous pouvez le préciser. Parce que par exemple, moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai fait un DUT et ensuite une passerelle vers une troisième année de licence d'économie. Donc D'accord? le cours concrètement de mathématiques que ma classe a fait en L1, L2, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu des cours d'économie en L3 où on a beaucoup de notions de mathématiques, savoir Bah, si ça ça. compensait quand même. Vous pouvez cocher soit maths, soit modélisation, et puis vous mettez le titre du cours à côté, et puis voilà. Ok, d'accord. Et dans toute ma lettre de motivation, j'expliquerai. Ouais, Ok, pas de mais problème. merci beaucoup. Merci. Alors, ensuite, qui est-ce qu'on a? Alice. Alice voulait Oui, intervenir. pardon, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si, enfin, ce serait quoi pour vous un profil idéal ou un profil type de candidat en M1? Je sais pas si je peux répondre à ce genre de questions. Euh, je vous donne un ou deux éléments, puis peut-être Lucas et Pierre Elal pourront. Il y a une combinaison, si vous voulez. Nous, on a des attentes, je l'ai dit, hein. Est-ce que vous êtes entreprenant? Est-ce que vous avez le sens de l'équipe, une forme de solidarité, d'accord? Bon, donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le CV ou dans l'aide de motivation, vous serez capable de montrer que vous avez déjà essayé de faire un certain nombre de choses, d'accord? Essayer, c'est-à-dire que c'est pas. Moi, j'aime bien l'idée qu'on va recruter des gens qui ont une forme de vaillance. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui se bougent. Euh, il y a longtemps, on avait refusé le major d'une grande école d'ingénieurs et il n'a pas compris pourquoi. Bah, et pourquoi? C'est parce qu'il avait juste ses cours et des bonnes notes. Vous voyez? Alors, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc, on prend des gens qui se bougent. Et moi, je suis toujours scotché dès le M1 de voir ce qu'un certain nombre de candidats ont déjà fait. Et évidemment, on sait faire la différence entre quelqu'un qui aurait vu plein de pays parce que papa est ambassadeur et maman, je sais pas quoi, et quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion à cause de son histoire personnelle, de sa famille, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu au cas par cas. On est assez souvent bluffé par un certain nombre de profils. Et en même temps, c'est pas la peine d'en rajouter s'il n'y a pas. Vous voyez, voilà, c'est une combinaison de est-ce que vous êtes bougé et puis une forme d'honnêteté dans la démarche et de voilà, vous avez envie de montrer des trucs, vous avez de l'enthousiasme, voilà. Et en même temps, faut pas qu'on ait une promo que avec des gens qui ont fait 10 000 trucs, qui soient complètement extravertis, etc. Sinon, c'est l'enfer. Donc, on combine aussi les tempéraments. Il y a plusieurs façons d'avoir un très bon dossier. Vous pouvez être un peu réservé et avoir fait plein de trucs. Voilà, il y a des fois des gens on dit mais on a su par ailleurs que vous avez fait ça. Ah ben oui, j'ai oublié de le mettre dans le CV. Bon, c'est dommage. Bon, si on l'apprend, tant mieux. Puis à l'entretien, on récupère le coup. Mais voilà, sur 700 candidats et des poussières, il y en a un nombre suffisant qui ont fait des trucs un peu qui sortent du lot, tout en ayant été bosseurs et en ayant raisonnablement bien réussi leurs études jusqu'à maintenant. C'est un peu ça que je peux vous dire. Et on compose une promo, en fait, c'est presque de la gestion des ressources humaines. On compose un groupe de 22, on compose un groupe de 36, et bah forcément, ça marche, hein. Quand vous faites de la bonne GRH pour votre recrutement, bah, vous avez une équipe qui décape, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, si tout va bien, nous, on est des directeurs de master heureux parce qu'il y a de l'énergie. Et nous, on gère cette énergie, on a des inputs hein, sur plein de choses, mais voilà, on essaie de former une équipe tous ensemble. C'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup. Si vous voulez rajouter quelque chose, les étudiants. Non, je crois que tout a été dit, hein, en tout cas de mon côté. Ouais, c'est une classe qui est hyper diverse. Il y a plein de gens qui ont fait des projets avant, il y en a qui ont fait un peu moins de projets. Mais globalement, ouais, c'est le sens du travail d'équipe et l'envie de se bouger, ouais, je dirais. Oui, non, oui, enfin, je pense pas qu'il y ait de profil type, enfin, que ce soit sur
je dirais pas les études faites avant, mais par exemple Céleste, qui était en sage-femme avant, je pense à plein de gens qui ont des profils qui pourraient pas, qui pourraient être atypiques. Mm. Mais oui, je pense que les gens veulent venir en management de l'innovation, pas pour une raison, mais en général peut-être que leur profil est déjà en soi pas, je dirais pas typique, mais voilà, peut-être sortir un peu des sentiers battus, c'est pas une mauvaise chose en tout cas, je pense pour ce master. Donc il n'y a pas de, voilà, je dirais ça. Merci beaucoup. Alors, on a encore un quart d'heure. On a Eva qui voulait poser une question. Oui, effectivement, merci. Je me demandais un petit peu, très preneuse d'un retour des étudiants ou de vous, monsieur, sur les missions professionnelles en conception innovante ou rupture technologique en entreprise. Je trouve que c'est un exercice intéressant que vous avez décrit tout à l'heure. Et à quoi ça ressemble concrètement? Qu'est-ce qu'une entreprise demande aux étudiants? Vous voulez Comment ça se répondre, fait? les M2? Oui, moi pour ma part, j'ai pas pris de mission rupture technologique, j'ai une mission CI et une mission BP. On choisit 2 missions ou 3 missions si on a le temps. Et du coup, les missions CI, elles sont diverses, ça dépend du client. Moi, je sais que mon équipe, c'est avec CNP. C'est hyper intéressant. On a fait des rendez-vous avec le métier, on a fait des entretiens. On utilise la méthode DKCP, du coup, c'est assez méthodique, on va dire. Et on a donc des cours de management de l'innovation au début de l'année et après on applique un peu ce qu'on a eu en cours à l'entreprise. Donc c'est hyper intéressant. Et la mission se finit en mars. Voilà. Je ne sais pas si Céline a envie d'ajouter sur sa mission. Oui, donc pareil, je fais aussi une mission business plan. Donc là, c'est classique entre guillemets. Souvent, c'est des startups qui viennent voir notre master et qui veulent qu'on leur réalise un business plan. Donc, qu'on évalue la taille du marché, les débouchés et leurs produits. Souvent, c'est via des enquêtes qualitatives ou via des entretiens. Et je fais aussi une mission rupture technologique. Et donc là, c'est lié à la gestion de la connaissance. Donc c'est quelque chose qui est plus technique, mais c'est accessible aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément un bagage technique, parce qu'on est vraiment accompagné aussi par des coachs qui nous expliquent comment poursuivre la mission. Et c'est semblable à du consulting. Donc à la fin, on a un livrable à donner au client. J'ajoute, Super intéressant. comprenons-nous bien, c'est pas de la. J'aime bien les juniors entreprises, hein, c'est pas la question, mais ça, ces missions-là font partie des enseignements. Il y a des cours qui sont utilisés et puis il y a les missions, elles sont coachées. Donc on accompagne, hein, c'est vraiment un travail collectif. Il y a 6 missions de conception innovante cette année et 34 étudiants qui ont choisi cette mission ou 33. Donc voilà, c'est des groupes de 5 ou 6. Et voilà, c'est très processé et méthodique et en même temps, à l'intérieur de chaque phase, évidemment, il faut être créatif de la bonne façon. Donc il y a un enjeu aussi à réussir ces missions pour en avoir d'autres les années suivantes, etc. Donc voilà, ça a plein d'avantages. Super, merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. On a Amaury qui voulait intervenir, je crois. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui. c'est parfait. Parfait, merci pour la présentation. Je voulais juste rebondir sur la question de Julie. J'aimerais savoir si vous regardez en premier les résultats académiques avant même de regarder les CV, les lettres de motivation, et auquel cas est-ce que ça nécessite d'avoir un bon résultat scolaire chaque année ou un petit accident de parcours qui pourrait être justifié par des activités extrascolaires ou des engagements quelconques? Est-ce que ça pourrait être éliminatoire ou ça peut être justifié Oui, et dans ce cas, vous regardez tout le dossier? On regarde, on a les notes les notes du bac, mais bon, on a les notes de L1, de L2, pas toujours de L3 au moment des candidatures, parce que c'est relativement tôt finalement. On n'a pas, en tout cas, pas toujours le deuxième semestre. Et, oui, il y a quand même un premier tri à partir des moyennes, mais on élimine vraiment les dossiers qui sont pas bons, les dossiers qui n'ont pas respecté les consignes, les dossiers auxquels il manque quelque chose, etc. D'accord? Et après, moi, on fait un premier tri en jouant sur les moyennes, mais après, on fait une deuxième passe, on vérifie
quand on reparcourt les lettres de motivation, si vous signalez qu'il y a eu un accident, enfin, on peut tous vivre des périodes dures hein, pour un tas de raisons. Et voilà, et après, on remonte le coup, on regarde la progression. Voilà, donc on essaie de ne pas être binaire là-dessus, hein, ni trop uniquement mécanique. Mais en gros, on commence par éliminer les dossiers qui ne sont pas complets ou pas sérieux avec une lettre de motivation qui est un paragraphe ou ce genre de choses. Ok. Et puis, on regarde aussi les moyennes. Puis après, on y va un peu par sondage, etc. Voilà, on essaie de laisser personne de méritant sur le bord de la route. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. On n'est pas parfait non plus, mais, mais voilà, on fait au mieux par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Julie voulait intervenir à nouveau. Je crois que c'est vous qui avez ouvert le feu tout à l'heure, non? Oui, effectivement, c'est moi. J'avais une question par rapport donc, au nombre de personnes qui sont acceptées pour passer un entretien. Ouais. C'est à quel ratio à peu près En fait, on part de, je ne sais pas combien on aura de candidats cette année, hein, mais une fois qu'on a éliminé tous ceux qui sont vraiment pas bons, pas complets, lettres de motivation trop courtes, enfin ce genre de trucs, on arrive en gros à 250 dossiers. À partir de là, on essaie d'arriver à 100, et sur les 100, on en convoque 50 à l'oral. 50, 60. D'accord? On a des listes d'attente qui ne remontent pas tant que ça. L'année dernière, on avait calé une liste d'attente à 30 et la dernière est rentrée, mais il n'y a pas eu plus de place que ça. D'accord? En général, les gens qui sont admis, ils viennent. Voilà, enfin, en général, il y a des gens qui hésitent entre Dauphine, Bocconi, Londres et McGill, d'accord? Donc, voilà. Mais donc, il y en a quand même 6 qui sont partis ailleurs sur les 30 au départ. Donc, c'est pas non plus un ou deux, hein. Donc, ça remonte. On a des bonnes nouvelles à donner jusqu'à assez tard quand les gens ont fini par se décider. Mais en gros, pour répondre à votre question, il y a une cinquantaine de personnes qui passent à l'oral. D'accord, merci. Et l'entretien à l'oral, est-ce que c'est plus un entretien de personnalité ou est-ce que ça nécessite aussi d'avoir des connaissances sur les différents marchés et sur l'innovation qui sont Non, requises? on ne vous demande pas d'être compétent en innovation avant de faire le master, d'accord? Oui, mais je sais pas, Voilà. peut-être pour montrer un intérêt. C'est plutôt, c'est là qu'on va vérifier ce qu'on a entrevu sur le dossier, sur le côté entreprenant, un peu de vaillance, un peu de sens de l'équipe, et puis voilà, un peu de capacité à se présenter en 3 minutes, hein, c'est ça qu'on va vous demander, 180 secondes pour commencer. Et puis ensuite, on a des questions. Donc c'est plutôt des questions pour nous de compréhension, de précision, Bon, il peut y avoir une question un peu de culture générale ou autre. Voilà, il faut que vous ayez l'air ouvert ou ouverte sur le monde. Mais voilà, c'est plutôt, on vérifie d'un côté presque RH qu'on ne ferait pas d'erreur de recrutement avec la personne qui passe l'entretien, quoi. C'est ça l'idée. Donc on bachote pas son entretien voilà. Après, c'est bien quand même si vous savez un peu les cours qu'il y a, si vous avez l'air d'être renseigné sur le master, etc. D'accord? Voilà, ça peut se voir déjà dans la lettre de motivation aussi, si on veut. Mais, mais voilà, ce que je peux. D'accord, merci. Et dernière question sur les entretiens, c'est en présentiel ou aussi en distanciel? Non, c'est en distanciel. D'accord. C'est plus équitable en fait pour les gens qui sont en province, pour les gens qui se trouveraient être en Erasmus ou autre à ce moment-là. Et aussi, si vous êtes à l'autre bout du monde avec un décalage horaire, dites-le nous et on s'arrange pour vous faire passer à une heure qui n'est pas le milieu de la nuit pour vous, voyez, ce genre de choses. Voilà, on aime bien le présentiel, mais c'est des entretiens de 15 minutes en M1, donc ça passe super vite. Et on aime bien être à l'heure, donc le Teams a quelques avantages. Merci beaucoup. C'est ça l'idée. Je vous en prie. Alors Mila voulait poser une question. Oui, bonjour. En fait, j'avais une petite question parce que moi, j'aimerais bien rentrer pour le Master 2 et là, je suis actuellement en M1 à Assas et on aura nos résultats début mars, donc pas le temps de les mettre dans la plateforme sur ma candidature. Comment ça se passe Il n'y a aucun problème. Supposons que les gens qu'on admet sont admis sous condition qu'ils aient effectivement obtenu leur M1. D'accord? Donc, au cas où,
improbable, j'espère, vous n'auriez pas validé le EMA, ça peut remettre en cause votre admission à Dauphine. Voilà, mais sinon, non, il n'y a pas de. On le sait, hein, qu'en M2, les entretiens, ça va être au mois de mars, là. Donc, non, il n'y a pas de problème. On a l'habitude. Et du coup, dans l'onglet pour déposer mes notes, je peux mettre mon certificat de scolarité ou je remplis rien? Si, vous pouvez mettre un certificat de scolarité, si ça passe. Et dernière petite question concernant les les dernières réponses pour les admissions. Pas admissibles, mais admissions, c'est jusqu'à quand? Début septembre? Parce qu'en fait, moi, je suis en alternance, du coup, pour avoir un laps de temps pour parler avec mon entreprise. Non. Les entretiens, les oraux, ils ont lieu en mars, d'accord? Donc, il faut qu'on voit avec l'administration, mais le plus vite possible après, on vous donne les résultats. D'accord. Ok. Super. Merci. Au pire, ça va être quoi? J'ai plus les dates en tête, mais c'est courant mars, les entretiens. Ou c'est début avril? C'est peut-être début avril. Il faut que je vérifie parce que je confonds avec le M1. Enfin bref, mais on essaie de vous donner les résultats au mois d'avril, grosso modo. D'accord, super. Ok, merci. Ça vous laisse le temps de vous retourner. Et si jamais l'administration ne donne pas les résultats officiels, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pris Il y a des écoles, par exemple, de commerce qui pratiquent le fait de mettre un chèque pour réserver sa place, par exemple, d'accord? Et il y a des gens qui préféreraient venir dans notre master. Donc, ils nous écrivent à ce moment-là pour dire est-ce que je pourrais quand même avoir mon résultat? Parce que si je peux éviter de payer la place pour rien dans une école où j'irai pas, c'est pas mal. Vous voyez, ce genre. Donc voilà, vous nous écrivez et puis on gère. Ok, merci. Alors, j'ai encore une question de Lison, je crois. Ah non, il n'y a plus. Oui, Lison, elle est là, voilà. c'est moi. Bonjour. Et une petite question déjà purement technique parce que malheureusement, j'ai pas pu suivre le début de la présentation. Est-ce qu'on aura la retranscription? Oui, normalement, c'est enregistré là et vous pourrez écouter le replay. Ok, super. Et une autre question, parce que moi je postule aussi en Master 2 et je voulais savoir s'il y avait des demandes spécifiques ou des choses qui sont requises dans le dossier en dehors des crédits ECTS. Est-ce qu'il faut par exemple avoir un certain nombre d'expériences professionnelles? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous postulez aussi en Master 2, c'est-à-dire vous postulez aussi en Master 1? Non, pardon, je postule en Master 2 comme, Ah, la précédente question. ok. Vous avez un dossier à constituer avec un certain nombre de pièces dedans, le CV, la lettre de motivation, un mini-mémoire de 10 pages sur un sujet au choix. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Il y a une contrainte administrative sur le fait d'avoir un équivalent M1, voilà. Donc ça, on vérifie. Et puis après, votre dossier, il est comme il est. Alors, on conseille aux gens qui ont un Alors, tous les M1 de Dauphine font une césure, d'accord? Et nous, on demande volontiers aux M1 d'autres universités de faire aussi une césure avant de candidater en M2, d'accord? Voilà, c'est mieux. En revanche, on ne peut pas demander à quelqu'un qui fait sa 5e année, donc sa 3e année d'école d'ingénieur avec nous, de faire une césure, d'attendre un an, vous voyez? Donc on différencie les décisions. Ça arrive que des gens, ils aient fait une césure avant, presque dès la licence, donc dans ce cas-là, on en tient compte Ok. par rapport à l'exigence qu'on a, parce que c'est important que les candidats qui ne sont pas dauphinois et qui ont néanmoins un parcours de licence universitaire et de master 1 universitaire, c'est mieux s'ils ont une césure pour être compétitifs par rapport à nos étudiants à nous, on va dire. Bon, Ok. alors, nous, ceux qui ont fait le M1, notre M1 sont admis d'office en M2, bien sûr, mais c'est ça l'idée. Césure de stage? Entre le M1 et le M2, il y a un an de césure où les gens font des stages ou différents projets avant de continuer le M2. C'est ça l'idée. C'est obligatoire pour les Master 1 de Dauphine de faire une césure. Et on le demande aussi aux Master 1 d'autres universités. Vous voyez. En revanche, je répète, mais quelqu'un qui fait sa 5e année, enfin sa 3e année, donc sa 5e année après le bac, de Subbiotech ou d'Estaca,
avec nous. En général, il a déjà fait plein de stages et autres, et on ne demande pas à ces gens-là de faire une césure parce qu'à la fin de l'année MTI, M2, ils ont aussi leur diplôme d'école d'ingénieur. Vous voyez, D'accord. ça, c'est des cas un petit peu particuliers. Voilà, il peut y avoir des cas particuliers qu'on étudie par rapport à l'obligation de césure, mais voilà, c'est vraiment un conseil que je donne. Si le Master 1 où vous êtes prévoit une césure dans la foulée, faites-la et puis venez nous voir après. Ok. Et dans le cas où on a un deuxième diplôme, enfin, on voudrait compléter notre Master 2 par le vôtre, enfin un nouveau Master 2, est-ce que c'est assez commun, ça se fait? Ouais, on appelle ça un M3, en quelque Ouais. sorte. Ça se fait, mais vous êtes a priori pas prioritaire, vous voyez, parce que Ah, vous n'êtes pas un ok. M2. C'est un a priori, d'accord? C'est pas une règle, immuable. Mais voilà, si on hésite entre deux candidats d'égale valeur, dont un a déjà un M2 et l'autre pas encore, et s'ils sont vraiment d'égale valeur, on risque de considérer que celui ou celle qui a déjà un M2 est un petit peu moins prioritaire. Faut bien justifier dans ce cas. Voilà, mais c'est arrivé. Par exemple, on a eu des gens qui avaient déjà un M2 en droit et qui ont fait notre master après. Moi, j'ai déjà un M2 en management de l'innovation, mais je voudrais Si vous avez déjà un l'expliquer. M2 en management de l'innovation, on aurait du mal à comprendre pourquoi vous voulez faire un deuxième M2 en management de l'innovation. Tout sera justifié Voilà. dans la lettre. Tentez Ouais, votre chance, hein, si ça se trouve. bien Voilà. sûr. Bon, on n'est pas les seuls masters en management de l'innovation, mais vous avez peut-être d'excellentes raisons de vouloir faire le nôtre. Nous, en revanche, si on sent que le candidat il fait ça juste pour avoir le ticket de Dauphine sur son CV, on risque de considérer que c'est pas prioritaire non plus, vous voyez. Bien Mais sûr. c'est pas, j'ai pas dit que c'est ce que vous pensiez, hein. Oui, oui. Voilà. Bon, merci. Ok. Est-ce que mes étudiants, vous avez des trucs à rajouter en conclusion avant qu'on se sépare comme il est 6h30? Moi, je peux ajouter que si vous avez des questions ou besoin d'aide pour les dossiers, tout ça, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. C'est Emna Benmrad. Voilà. Si vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Ne soyez pas 700 à lui envoyer une demande quand même. Voilà. En fait, si vous avez l'occasion de venir au talk organisé par les M2, notamment, c'est quelque part sur le LinkedIn du master. Ça peut être une occasion, vous venez au talk et ça vous donne l'occasion de discuter avec les promos actuels. C'est encore la meilleure façon de voir comment ça se passe, de vérifier que vous seriez motivé. C'est intéressant aussi, quand vous passez en jury, de montrer que vous vous êtes intéressé sincèrement à ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu le jeu. OK? Oui, n'hésitez pas. Parce on a une petite expérience aussi le 26 mars qui est à Voilà, Dauphine, 6 mars, pour ceux MTI. qui sont à Paris. Absolument, venez nombreux. Et tout est retransmis sur la chaîne YouTube aussi. Donc tout est accessible. Si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce qu'on fait, n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux, ce qui s'est déjà passé dans le master. Vous dites c'est le Dauphine Talk? C'est comment vous appelez ça? Il y a deux choses. Il y a les talks, donc c'est des mercredis soirs, à peu près 2 fois par mois, Ok. avec des conférences. Et en fin d'après-midi, c'est genre 17h30 ou 18h. Et il y a MTI Expérience, qui est depuis quelques années le nom de la conférence MTI, mais c'est devenu un événement assez incroyable. Et du coup, ça s'appelle MTI Expérience. Ça, c'est le 26 mars à 19h, je crois, ou 18h30, à Dauphine, dans le Grand Amphi. Parfait. Merci. Et là, c'est aussi une occasion de rencontrer du monde, même si la plateforme sera fermée pour le M2 à ce moment-là. Ok, merci à toutes et tous pour votre participation. Chaleureux merci à Lucas, Pierre-Elal et Emna et Céline pour leur participation. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de voir vos dossiers de candidature. À bientôt, bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir.